Nkoro et région de Ségou, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette session d'information, la Confédération AES et la Fédération de Russie mettent dans la main pour booster le développement de la Confédération, notamment sur le domaine des 3D, à savoir diplomatie, défense et développement. La confiance a été renouvelée hier à Moscou lors de la rencontre des ministres des Affaires étrangères de l'espace AES avec celui de la Russie, Sergei Lavrov. Après la desserte satisfaisante du courant électrique pendant le mois de Ramadan, le ministre de l'Énergie et de l'Eau à Énergie du Mali pour les remerciements du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, tout en exhortant les travailleurs de EDMSA à maintenir le cap pendant cette période de pic. Pendant ce temps, les élus locaux de Koutchala, l'école de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI pour qu'ils servent de rempart face à la corruption et au détournement de deniers publics. Hors du Mali, aujourd'hui, le Sénégal a 65 ans. Cette célébration de l'anniversaire de l'indépendance du pays a été marquée par la rebaptisation du boulevard Général de Gaulle, devenu ce jour boulevard Mamadou Dia, le tout premier ministre du Sénégal après l'éclatement de la fédération avec le Mali. En Libye, une dizaine d'ONG déclarées persona non grata par les autorités. Elles sont accusées de promouvoir des valeurs contraires à celles du pays, parmi elles Médecins sans frontières et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. En Corée du Sud, clap de fin pour le président Yoon Suk-yeol, destitué ce matin par la Cour constitutionnelle du pays. Notre dossier de ce 13h s'intéresse aux innovations et mesures pour le concours d'entrée à la fonction publique. Il s'agit de minimiser la fraude et donner la même chance à tous les Maliennes et Maliens sans coup de piston. Alors qu'en sport, on parlera beaucoup de football, notamment avec la Coupe d'Afrique des Nations des cadets qui se déroule au Maroc. Le Mali fera sa deuxième sortie aujourd'hui à 20h face à la République centrafricaine. Il sera également question de basketball, Basket African League avec le Stade malien en déplacement au Maroc. Et l'événement du week-end ici au pays, c'est bien sûr le Tour cycliste de l'ORTM qui va se courir dimanche sur le boulevard de l'Indépendance. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue à ce 13h. La Russie va appuyer la future force unifiée de la Confédération des États du Sahel et augmenter ses capacités de combat. C'est l'engagement pris par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a rencontré hier, jeudi, ses homologues de l'AES pour une première consultation à l'échelle confédérale. Les deux parties entendent renforcer leur partenariat diplomatique pour s'opposer à toute décision injuste et augmenter le volume de leurs échanges commerciaux. Un mécanisme de consultation AES-Russie sera également institué. Retour sur les conclusions de la rencontre avec nos envoyés spéciaux dans la capitale russe, Bourama Traoré et Sidiki Balo. En ce début du printemps, le ciel russe est complètement dégagé. Pas un seul nuage. Un bon reflet des relations qui unissent ce pays à la Confédération des États du Sahel. Fait illustratif, la Russie est le premier pays à reconnaître la jeune confédération une semaine après sa création. Pour donner du poids à ces relations, le chef de la diplomatie russe reçoit ses homologues de la Confédération des États du Sahel. Une première rencontre aux allures de consultation sur des questions majeures. Au plan sécuritaire, par exemple, la Russie entend soutenir la future force unifiée de l'AES. Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. Souligner la volonté de Moscou d'augmenter le potentiel des forces unifiées des États du Sahel, augmenter leur capacité de combat, la capacité des forces armées nationales de chaque pays, former les cadres militaires et les employés des forces du maintien de l'ordre. Abdoulaye Diop, ministre en charge des Affaires étrangères, chef de la délégation de la Confédération AES. Aujourd'hui, nos unités travaillent dans le cadre d'opérations conjointes entre les trois pays qui donnent des résultats considérables sur le terrain, avec la neutralisation de beaucoup de groupes terroristes dont certains se sont rendus aux autorités. Aujourd'hui, nous évoluons dans le cadre d'opérations militaires conjointes. L'objectif pour nous est d'arriver à mettre en place une force unifiée de la Confédération des États du Sahel pour mutualiser nos efforts dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Dans le domaine économique,
la Confédération AES et la Fédération de Russie ont une convergence de vues. Les deux parties se réjouissent du volume des échanges commerciaux multiplié par 10, mais insuffisant selon le chef de la diplomatie russe qu'il convient de revoir à la hausse. Il ne faut pas nous arrêter ici puisque les chiffres restent assez modestes et ces chiffres ne correspondent pas à nos potentialités. Aujourd'hui, nous avons abordé cette question et nous sommes convenus afin de renforcer le fondement matériel de notre coopération, de prendre des mesures supplémentaires, des mesures concrètes qui sont en train d'être formulées pour mettre en œuvre des projets économiques prometteurs au niveau de relations bilatérales entre la Russie avec chaque pays et dans le contexte des relations entre la Russie et l'Alliance des États du Sahel, compte tenu la formation de cette nouvelle association. Abdoulaye Diop, ministre en charge des Affaires étrangères, chef de la délégation de la Confédération AES. Récemment, nous avons mis en place un prélèvement confédéral qui permet de prélever 0,5% des importations pour pouvoir financer le fonctionnement de cette organisation, de cette confédération, mais aussi en même temps pouvoir financer la banque d'investissement, mais aussi financer les différents projets structurants dans notre souci d'avoir une organisation qui soit autonome, mais qui soit financée principalement par nos ressources, même si nous restons ouverts à différents partenariats sans qu'ils puissent prendre le contrôle de notre organisation. Concernant le volet diplomatique, la Confédération et la Fédération veulent intensifier leurs partenariats sur la scène internationale afin de constituer un verrou contre les décisions non justes. Donc, quand au Conseil de sécurité de l'ONU, on tente de faire passer des décisions qui ne sont pas acceptable pour les pays membres de l'AES, la Fédération de Russie fait tout en sorte que ces décisions ne soient pas passées. Nous avons abordé les aspects liés à la sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. Nous avons abordé les principes pour normaliser la coexistence de ces deux associations. La Russie est prête à aider à la normalisation du dialogue constructif entre ces associations. Si nos services sont nécessités, nous sommes ravis de vous aider. Je me réjouis du fait qu'aujourd'hui, nous ayons pour la première fois, comme le ministre Lavrov l'a indiqué, que le drapeau de l'AES soit monté en dehors de l'espace AES pour la première fois, c'est aujourd'hui ici. Nous sommes aussi convenus, nous nous en réjouissons de l'établissement d'un partenariat stratégique entre l'AES et la Russie sur les questions de sécurité, mais comme sur les questions de développement et de coordination diplomatique. Ces conclusions sont contenues dans le communiqué qui a sanctionné cette première rencontre entre la Confédération des États du Sahel et la Fédération de Russie. Les deux entités s'engagent à instituer un mécanisme de consultation AES-Russie pour faciliter la mise en œuvre des différents engagements. Moscou, Bourama Traoré, Sidiki Balo pour l'ORTM. Le Sénégal célèbre aujourd'hui le 65e anniversaire de son indépendance. Dans le cadre de cette célébration, sur décision du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le boulevard du Général de Gaulle a été rebaptisé boulevard Mamadou Dia, l'une des figures emblématiques de l'indépendance du pays. Mamadou Dia, rappelons-le, a été le premier chef du gouvernement du Sénégal après l'indépendance, juste après l'éclatement de la Fédération du Mali. Le président ougandais Yoweri Museveni a effectué une visite hier au Soudan du Sud. L'objectif de cette visite est de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays, surtout que l'Ouganda est un allié très sûr du président Salva Kiir depuis toujours. La capitale rwandaise Kigali accueille le premier sommet mondial de l'intelligence artificielle en Afrique depuis hier. Organisé en partenariat avec le Forum économique mondial, cet événement rassemble les plus grands acteurs du continent autour des opportunités et défis liés à l'intelligence artificielle, un secteur stratégique et qui rapporte beaucoup. Tenez-vous bien, en Afrique, le rapport de l'IA est estimé à plus de 600 000 milliards de francs CFA d'ici à 2030. Les autorités libyennes ont suspendu une dizaine d'ONG internationales accusées d'activités hostiles. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse organisée par le ministère de l'Intérieur libyen. C'est reproché à ces ONG de promouvoir des valeurs contraires à celles de la Libye
Parmi les ONG ciblées figurent Médecins sans frontières, MSF, le Conseil norvégien pour les réfugiés, NRC, IMC, International Medical Corps ou encore l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR. Les bureaux de ces ONG ont d'ores et déjà été fermés et leur activité suspendue. Enfin, en Corée du Sud, la Cour constitutionnelle a confirmé aujourd'hui à l'unanimité la destitution du président Yoon Suk-yeol, le chassant définitivement du pouvoir après son adoption de la loi martiale en décembre 2024. Après près de 4 mois d'incertitude dans le pays ponctué par des manifestations régulières, l'ex-chef de l'État a présenté ses excuses au peuple coréen pour ses manquements. Les manifestants pro-démocratie ont déclaré de se réjouir de cette décision. Retour au Mali à 13h09. Je l'annonçais dans les titres. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau a rencontré hier après-midi les cadres de Énergie du Mali SA. Objectif, remercier et féliciter la société au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pour la réussite de la mission à eux confiée en ce qui concerne la desserte de l'électricité pendant le mois de Ramadan de façon régulière, mais aussi les exhorter à maintenir le cap pendant cette période de pic qui est le mois d'avril. Boubacar Bablé Touré était à la rencontre. C'était un défi pour le gouvernement. Il s'agit de la fourniture de l'électricité à la population malienne pendant le mois de Ramadan, selon un chronogramme bien établi. À l'heure de l'évaluation, le constat est satisfaisant. Voilà qui justifie la visite du ministre de l'Énergie et de l'Eau dans les locaux de EDMSA pour encourager et féliciter le personnel au nom du président de la transition, Boubacar Diané, ministre de l'Énergie et de l'Eau. Pour ce mois de Ramadan, la fourniture d'électricité était un véritable challenge. Il fallait assurer à nos concitoyens un bon mois de Ramadan avec une alimentation correcte de l'électricité afin d'agrémenter les heures de prière, les moments de rupture. Tous les secteurs d'activité devraient trouver leur compte. Cette amélioration a été possible grâce à votre détermination et votre engagement patriotique à relever le défi, et cela malgré de nombreuses difficultés. Au nom du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, du Premier ministre, chef de gouvernement, je tenais à venir personnellement vous féliciter de vive voix pour vous dire toute la fierté, toute la reconnaissance du chef de l'État. Le ministre Diané a ensuite exhorté le personnel à prendre toutes les dispositions pour faire face à la période de forte chaleur, moment de grande consommation malgré le contexte difficile. Je vous encourage à rester mobilisés pour maintenir le cap, maintenir la dynamique enclenchée et faire face à la période de pic qui est déjà là. Le gouvernement poursuivra les efforts en cours en vue de résoudre progressivement cette crise énergétique. Le directeur général de EDMSA a, à son tour, rassuré le chef du département de l'énergie de l'engagement du personnel à maintenir la dynamique. C'est parti depuis hier ici à Bamako pour les travaux d'un atelier de formation des médias sur la collecte, le traitement et la diffusion de l'information en période de crise. Cet atelier est initié par l'UNICEF en partenariat avec le projet PAFEM, projet de promotion de l'accès au financement, de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali. La rencontre vise à renforcer les capacités des participants dans le cadre de la gestion de l'information en temps de crise. Sokona Kamisoko. L'information peut avoir un impact positif ou négatif sur la gestion des conflits. Tout dépend du traitement accordé. C'est pour initier les médias à un meilleur traitement de l'information en période de crise que se tient cette formation au bénéfice d'une vingtaine de professionnels de médias. Chorno Abdulba, représentant adjoint par intérim de l'UNICEF au Mali. Sous l'égide de l'unité de gestion du projet PAFEM, établi par le ministère de l'économie et des finances pour superviser l'exécution du projet, l'UNICEF a proposé de former un réseau de 140 journalistes spécialisés en communication en situation de crise. Des ateliers seront organisés à Bamako, Mopti, Tombouctou et Gao, les zones ciblées par le projet PAFEM. La formation va permettre aux participants de cerner les problématiques de la communication de crise, le journalisme sensible au conflit, le rôle des journalistes et des médias dans la prévention et la contribution à la résolution des conflits, le tout dans le strict respect de l'éthique et de la déontologie. Il sera aussi question des risques et des avantages des réseaux sociaux en période de crise. Alsouna Bari, représentant du ministère de l'économie et des finances. Cet atelier vise à améliorer votre connaissance sur les différents outils de communication et à vous aider
à maîtriser vos rôles et responsabilités dans leur mise en œuvre participative et efficace. Et surtout, donc, de développer et diffuser des modules qui ont fait leur preuve dans d'autres zones de conflit en termes donc de prise en charge des conséquences comportementales et de l'exposition au traumatisme et à la violence, y compris la communication sensible au conflit. Cette session de formation s'inscrit dans le cadre de l'exécution du plan d'action du projet PAFEM, projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali. Sur un tout autre sujet et en 16e région, à Koutiala, là-bas, on forme pour lutter contre la corruption et justement le blanchiment d'argent. Ce cadre organisé par l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite à l'endroit des élus locaux de la capitale de l'Or-Blanc. L'objectif est de susciter une conscience collective pour mener à bien des actions de lutte contre la corruption, mais surtout contre l'enrichissement illicite. Brahima Kone. Après l'administration générale, c'est au tour des élus locaux et des organisations de la société civile d'avoir droit à des échanges avec certains membres du conseil de l'OCLEI. L'objectif est de mener une vague de sensibilisation en vue de mieux faire face à la corruption et à l'enrichissement illicite. Djibril Koulibaly, membre du conseil de l'OCLEI. Il est important que chacun puisse comprendre quels sont les effets néfastes de la corruption sur les services sociaux de base. Et encore, il est important de savoir que la population puisse faire le lien entre un franc détourné et un enfant qui ne va pas à l'école. De faire le lien entre un franc détourné et une route mal faite, qui peuvent être la cause des accidents mortels. La présentation de l'OCLEI, le rôle des étudiants et des parents dans la dénonciation des pratiques de corruption, l'intégration de l'éducation à l'éthique et à la citoyenneté dans les programmes scolaires pour prévenir la corruption sont au menu de cette rencontre. Des activités qui devront susciter une conscience collective en vue de stopper la corruption et l'enrichissement illicite. Seydina Oumar Diarra, membre du conseil de l'OCLEI. Le phénomène de la corruption, devenu systémique dans notre pays et même ailleurs, se manifeste sous plusieurs formes. Népotisme, fraude en tout genre, détournement de fonds, enrichissement illicite. Cette rencontre devra contribuer au renforcement de la culture de l'éthique, de la transparence et de la redevabilité dans la gestion des fonds publics. Oumar Badamele, maire de la commune urbaine de Koutiala. Pour combattre le phénomène de la corruption et l'enrichissement illicite, les élus locaux et les organisations de la société civile tiennent un rôle de premier plan. À travers le monde, les faits ont démontré que ces deux entités avaient toujours été acteurs de la lutte contre ce fléau. La remise des écharpes OCLEI à certaines personnalités a été l'un des temps forts de cette rencontre. Koutiala, Brahima Kone, Amadou Dolo et Assistant Berté pour l'ORTM. Il le disait tout à l'heure, transparence, équité, Brahima Kone, dans ce reportage depuis Koutiala, eh bien, ce sont ces deux mots qui ont surtout animé le gouvernement à assainir le concours d'entrée à la fonction publique pour les 57 000 candidats qui ont postulé cette année pour le recrutement dans la fonction publique exercice budgétaire 2024 qui démarre demain samedi 5 avril. Comme au précédent concours, le ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, à travers ses services techniques, prône la transparence dans l'organisation du concours au début jusqu'à la fin. Plusieurs innovations sont enregistrées pour garantir justement cette transparence dans le concours et qui va se poursuivre jusqu'au 20 avril prochain. Seydou Traoré a voulu comprendre les innovations dans ce concours d'entrée à la fonction publique. Suivons son reportage. L'organisation du concours direct de recrutement à la fonction publique de l'État a connu une transformation significative depuis la révision et la modification de son règlement. Dr Fassoum Koulibaly, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Pour l'organisation des concours, il est fait un communiqué. C'est ce qu'on appelle le communiqué d'ouverture du concours. Et ce communiqué d'ouverture permet effectivement aux candidats potentiels d'avoir connaissance des emplois mis à concours. Pour le concours exercice budgétaire 2024, prévoit un recrutement de 773 fonctionnaires, toutes catégories confondues. Le concours est organisé sous la responsabilité du Centre national des concours de la fonction publique de l'État. Le dépôt des candidatures a débuté le mercredi 22 janvier et s'est clôturé le vendredi 21 février 2025 dans les régions de Kaï, Sikasso, Ségou,
Mopti, Tombouctou, Gao et le district de Bamako. Dr Issaka Koulibaly, directeur du Centre national du concours et de la fonction publique du Mali. L'an dernier, on avait 66 000 candidats. Cette année, on a plus de 57 000 candidats. Chaque candidat doit être soumis à 2 épreuves, une épreuve de culture générale et une épreuve technique. Le concours de la fonction publique, dont le recrutement est en cours, se déroulera selon les dispositions de l'arrêté 0016 du mois de janvier dernier, qui en fixe les modalités d'organisation. Cette étape est supervisée par la sous-commission d'organisation des concours au niveau central. Dr Fasson Koulibaly, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. L'innovation essentielle que nous avons apportée, c'est d'abord le champ de sujet a changé, donc la méthode a changé complètement, donc pour donner une transparence effectivement à l'opération. Ensuite, nous avions opté pour la codification des copies d'examen, qui est une première. Codification, c'est un système que nous avons inspiré de la nouvelle ENA et toutes les copies d'examen donc sont codifiées. Dr Famakan Keita, membre de la commission de correction. On ne connaît pas la provenance des enveloppes, non plus la provenance des copies, puisque les copies nous arrivent anonymées. Tous les acteurs insistent sur le fait qu'aucun candidat ne doit espérer réussir grâce à un soutien extérieur. Dr Fasson Koulibaly, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Un pays ne peut avoir des ressources humaines de qualité sans la transparence. Il faudrait bien que les enfants d'abord comptent sur leurs propres efforts. Ni le ministre, ni le Premier ministre, ni le président de la transition, personne ne peut faire passer quelqu'un à un concours de la fonction publique. La vérification et l'authentification des dossiers sont des étapes cruciales du concours, permettant ainsi un contrôle approfondi des dossiers des candidats admissibles. Mitaka Traoré, directeur adjoint au Centre national du concours de la fonction publique du Mali. On fait le tri des dossiers, des admissibles. C'est en ce moment qu'on fait sortir les attestations, les diplômes et les lettres d'équivalent. On les envoie au niveau des établissements qui ont délivré ces diplômes pour qu'ils authentifient. Et ça aussi, on les met en garde parce que ça, c'est des informations confidentielles. Et c'est après tout ça qu'on tire maintenant la liste définitive. Enfin, le jury du concours veille à la régularité des épreuves. Mamadou Konta, secrétaire général du ministère en charge de la fonction publique. Cette commission a pour vocation à statuer sur l'ensemble des questions de régularité du concours. C'est cette commission qui revoit le travail qui a été fait par le directeur du centre et son équipe pour voir si effectivement les gens ont été classés conformément à ce qu'ils ont obtenu comme résultat dans le travail. À quelques heures de l'ouverture du concours de recrutement de 773 nouveaux fonctionnaires, le département en charge de la fonction publique invite les candidats à compter sur leurs propres efforts. Les concours se dérouleront du 5 au 20 avril 2025 dans les 6 centres retenus, à savoir Kaï, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et le district de Bamako. Ce générique annonce la page sportive de ce 13h et tout de suite on va prendre la direction du Maroc pour vous dire que la Basket African League BAL se déroule là-bas et le stade malien de Bamako, notre représentant pour cette compétition, est bien dans la capitale marocaine. Ici, au Mali, en cyclisme, ce sera l'événement du week-end et précisément dimanche, la première édition du Tour cycliste Grand Prix ORTM. Hier, la commission d'organisation a été reçue par le gouverneur du district de Bamako et le président de la délégation spéciale de la mairie de Bamako. Tandis que, en football, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations des cadets. Le Mali joue ce soir pour la deuxième fois au compte de la 15e édition qui se déroule au Maroc contre la République centrafricaine après la victoire de la première journée. Le point de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Tchenou. La CAN des moins de 17 ans poursuit aujourd'hui sa deuxième journée. Le Mali effectuera sa deuxième sortie à 20h contre la Centrafrique au stade de Berchid de Casablanca. Déjà à 14h, la Gambie affronte la Somalie dans le groupe C à El Jadida. Deux rencontres se joueront à 17h. La Tunisie sera face au Sénégal également dans le groupe C à El Jadida et l'Angola en écoutera avec la Côte d'Ivoire dans l'autre rencontre du groupe D au stade de Berchid de Casablanca. Hier au compte de la deuxième journée, le Burkina Faso a battu l'Égypte par 2-1. En battant l'Égypte, 3 jours après son succès devant le Cameroun en ouverture, le Burkina Faso a validé le billet pour les quarts de finale de la CAN des moins de 17 ans. Les étalons cadets ont fait preuve d'efficacité. Le Cameroun et l'Afrique du Sud se sont quittés sur un score nul vierge.
Un résultat qui met les Lionceaux indoptables en difficulté, les obligeant à s'imposer impérativement lors de leur prochain match. L'Ouganda s'est relancé dans la compétition. Les Crans U17 ont battu leur homologue la Tanzanie 3-0. La Tanzanie aura fort à faire lors de la 3e journée face au pays organisateur, le Maroc. L'Ouganda ira chercher sa qualification face à la Zambie. La Zambie et le Maroc ont fait match 0-0. Le Maroc doit également attendre pour se qualifier. Parlons maintenant cyclisme. En prélude de la première édition du Tour cycliste Grand Prix ORTM, la commission d'organisation, avec à sa tête le DGA de l'ORTM et le président de la Fédération malienne de cyclisme, a été reçu hier par le gouverneur de Bamako et le président de la direction spéciale de la mairie du district de Bamako. Objectif, inviter officiellement les autorités administratives et municipales tout en leur demandant conseil pour le bon déroulement de cet événement. Les détails avec Salifou Drago. La mairie du district de Bamako a été la première étape de cette série de visites. La délégation de la commission d'organisation de la première édition du Tour cycliste Grand Prix ORTM est venue solennellement annoncer l'événement au président de la délégation spéciale, étendue à tous les pays de l'AES. Abdoulaye Diakité, DGA de l'ORTM. L'ORTM et la Fédération de cyclisme ont bien voulu organiser une course cycliste dénommée Grand Prix cycliste de l'ORTM ce dimanche 6 avril au niveau du boulevard de l'Indépendance. Nous avons bien voulu rapprocher les autorités. La démarche de la commission d'organisation trouve écho favorable. Bala Traoré, président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. L'AES, c'est le projet porteur. L'AES, c'est la solution. C'est simplement quand nous serons unis, nous formerons un bloc. Nous serons en train de circuler dans une ville de Bamako propre, vraiment dégagée de tous les déchets solides. Nous nous engageons à cet égard-là. Après la mairie du district de Bamako, cap est mis sur le gouvernorat pour le même exercice. Les autorités ont souhaité une bonne organisation afin d'offrir aux sportifs une belle fête du vélo. La visite a pris fin par le boulevard de l'Indépendance, un constat de terrain avec les experts. On termine par le basketball, Basket African League 2025. La conférence du Kalahari démarre demain au Maroc. L'honneur revient au Samaré de Bamako d'ouvrir le bal. Ce sera contre les River Hoppers du Nigeria. Le coup d'envoi est prévu pour 15h. Ce match d'ouverture sera suivi de l'opposition Fils de Rabat du Maroc, El Ittihad d'Alexandrie d'Égypte à 18h. Dans un mini-championnat, ces équipes s'affronteront en aller et retour du 5 au 13 avril. À 13h passées de 25 minutes, à Dramane, Logo-Kakulu, tout comme à Samegar, ces trois localités sont situées dans la région de Kaye et même heure également à Sikasso, au quartier Mankourani. C'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Ousmane Daou, mise en onde Alimata Ouattara, mise en ligne Sekou Traoré, réalisation Awa Traoré et Koumba Sissako. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur la radio nationale, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Soumaïla Berté. Bonne suite de programme en compagnie de Radio Mali. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bon après-midi à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Surtout, travaillons à la beauté des choses. Au revoir et à très bientôt.